primaires de la droite et du centre se sont donc affrontés hier soir lors d'un dernier débat avant le premier tour. Peut-il influencer les sondages, changer les votes? Dans quel sens? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Christelle Bertrand, journaliste politique à Atlantico. Bonjour Christelle. Et avec Mathieu Verrier. Bonjour Mathieu, vous êtes éditorialiste pour La Voix du Nord. Alors Alain Juppé avait, selon les sondages, gagné le premier débat. François Fillon avait surperformé dans le deuxième débat. Pour vous, est-ce qu'il y a un gagnant hier soir? Est-ce qu'il y en a un qui est plus sorti du lot que les autres, Mathieu? C'est difficile à dire. Ils sont tous restés un peu dans leur couloir. Fillon a encore été très bon. Alors, il n'a pas surperformé comme la dernière fois, parce qu'on n'a pas découvert ce côté un peu entre deux, enfin, ce côté perturbateur de duel. Mais Fillon, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti. Alors c'est ce que dit un sondage Elab, qu'il a été le plus convaincant hier soir. C'est également votre avis, Christelle? Il y a eu un moment assez parlant quand même en toute fin d'émission où il prend la parole pour dire on n'est pas d'accord avec cette thématique de débat, on va parler d'autre chose. Et il incarne quand même le leadership. Absolument, il y a un petit côté chef de bande, très calme, il dit ça très calmement. Et effectivement, il y a un moment assez magique où on se dit là, il arrive à s'imposer, il marque encore un point. Après, sur le gagnant du débat, moi je trouve que c'est plutôt la lassitude. On a vu des candidats fatigués, qui avaient hâte d'en finir, qui étaient extrêmement stressés par toutes ces semaines de campagne. Et je pense qu'on s'est un petit peu ennuyé, contrairement aux deux autres débats où on a appris à les connaître, on a appris certaines choses de leur programme. Hier soir... Pourtant, il y avait des questions importantes, notamment l'Europe, l'éducation, toutes les questions internationales. Les questions internationales sur lesquelles ils étaient tous, grosso modo, enfin, à part quelques candidats dont on sait qu'ils ne seront pas les finalistes, mais on voit bien qu'il y avait un gentleman agreement, notamment entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui ne se sont pas attaqués sur les questions internationales. Donc ça donnait un côté effectivement un peu plat. Sorte de consensus sur ces questions-là, non saillant. Mathieu? Oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait un peu penser à la dernière étape du Tour de France. C'est une étape où le classement est fait et finalement, on va pas prendre de gros risques pour pas chuter. Donc, c'est un peu ça à 3 jours du premier tour. Il fallait pas non plus prendre d'énormes risques. C'est pas le moment de changer de stratégie. C'est pas le moment de changer de stratégie. Les jeux sont faits. Les positions sont connues par les Français. Maintenant, place au vote. Ce débat, du coup, il ne va pas du tout changer le vote, selon vous? Ça ne va pas influencer le choix des électeurs? Si François Fillon, justement, par cette petite intervention, ne va pas encore prendre quelques points. Moi, je l'ai trouvé encore très bon lors de ce débat. Il incarne, voilà, il y a un vrai charisme, un sens de la pédagogie que n'a peut-être pas Alain Juppé, qui énumère ses mesures, et l'entourage d'Alain Juppé a essayé de le pousser à travailler là-dessus, à être plus détendu, plus serein, à surtout ne pas relire ses fiches pendant une semaine. Je crois qu'il n'a pas résisté à la tentation, et hier soir, on a encore retrouvé un Alain Juppé qui était dans l'énumération, alors que François Fillon est dans l'explication, et effectivement, on l'écoute. Du coup, on tend l'oreille. Et un message passe. Donc je pense que peut-être va-t-il encore grappiller quelques points. Après, est-ce que les sondages ne sont pas un peu surévalués le concernant? C'est toute la question. Oui, parce que vous disiez à l'instant, Mathieu, oui, c'est un peu comme le Tour de France, on connaît presque l'ordre d'arrivée, mais en même temps, il y a cette remontée spectaculaire de François Fillon ces derniers jours qu'on a du mal à expliquer et qui peut peut-être jouer les troubles faits dimanche. Qui est encore assez loin quand même du... vous ne croyez pas à François Fillon au second tour? Je vais prendre des risques puisqu'il faut en prendre. Non, je n'y crois pas. Je vais donner l'ordre. C'est Juppé, Sarko, Fillon. Et je vais me tromper, bien sûr. Je vais être démenti dimanche soir. Oui, non, les sondages ne valent pas grand-chose. On n'a aucun recul. Donc c'est difficile à dire. Effectivement... Fillon conserve sa dynamique, Juppé conserve sa non-dynamique depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de dynamique chez Juppé. Il joue en défense. Donc oui, tout est possible. J'ai quand même du mal à voir Fillon qualifié au deuxième tour. Vous, j'ai l'impression, Christelle, que vous metteriez presque un ticket sur François Fillon, après ce que vous avez dit sur le leadership en cette fin de débat hier soir.
Moi, Pensez qu'il y a une chance je qu'il puisse, constate qu'il y a une marge de progression énorme. Je pense qu'on est un peu juste, et je suis d'accord avec Mathieu, pour que le duo des finalistes soit perturbé par la présence de François Fillon. Après, effectivement, on commence à avoir de vraies distances avec les sondages depuis l'élection de Donald Trump. On fait de plus en plus attention. Et le Brexit et Donald Trump. Et le Brexit, évidemment. Cela dit, je pense que les finalistes devraient normalement rester Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Je sais aussi que chez Alain Juppé, l'équipe est un petit peu inquiète de ne pas être en tête au premier tour. Donc, vous voyez, parce qu'ils disent, oui, Ça, c'est vraiment l'enjeu de dimanche soir, arriver en tête au premier tour pour créer cette dynamique. ça ne sera pas vraiment un enjeu pour Alain Juppé. Pour Nicolas Sarkozy, ça l'est, puisqu'il va bénéficier de beaucoup moins d'apports de voix entre les deux tours et de beaucoup moins de ralliements. Donc il faudrait qu'il marque vraiment une supériorité en étant le premier au premier tour. Alain Juppé, ça l'aiderait évidemment. Enfin voilà, il va pas cracher dessus, mais tout est jouable malgré tout, puisqu'on s'attend quand même à ce que Nathalie Kosciusko-Morizet le rallie, François Fillon aussi, Jean-François Copé aussi, et vraisemblablement Bruno Le Maire. Donc il aura quand même l'abord de tous les autres. Ça veut dire qu'il y aurait un tout sauf Sarkozy éventuellement au second tour de cette primaire? Il y aurait, oui, il y aurait un tout sauf Sarkozy. Il y en Donc a ça certains peut qui l'empêcher de gagner? Jean-François Copé, NKM sont clairement dans le tout sauf Sarkozy. Est-ce que ça peut l'empêcher de gagner ou s'il est en tête au premier tour, il a cette dynamique et Ah oui, ça il peut l'empêcher de bénéficie gagner, du vote des électeurs Ça peut finalement, on ne l'empêcher sait de pas. gagner. Le tout sauf Sarkozy, c'est aussi une partie déjà du succès d'Alain Juppé. Donc oui, le tout sauf Sarkozy, c'est sa plus grande faiblesse. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre lui et François Fillon présent au second tour. C'est que François Fillon bénéficierait d'une partie des voix des autres concurrents, alors que Nicolas Sarkozy assez peu finalement, et ce qui fait que François Fillon pourrait être en situation de l'emporter face à Alain Juppé s'il réussissait à accéder au second tour. Pour autant, on dit toujours que les électeurs sont libres et qu'ils ne suivent pas forcément. Il n'y a plus vraiment d'ailleurs aujourd'hui de consigne de vote de la part des candidats qui perdent, mais plutôt un ralliement personnel. Les électeurs finalement sont libres après et vont un peu où ils veulent. Oui, ils sont libres, mais quand ils ont écouté un candidat pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, ils l'écoutent encore le soir du premier tour ou le lendemain. Et donc c'est une voix qui porte. Et c'est le choix du candidat pèsera dans le choix de l'électeur. Hier, il y avait une enquête Cevipof dans le Monde où Alain Juppé était le seul à devancer Marine Le Pen au premier tour. Ça, c'est un argument qu'on a pu entendre effectivement chez les juppéistes pendant cette campagne. Ça peut avoir un effet dans le vote? Ça peut avoir un effet. Alors après, chacun a développé le même argument. Nicolas Sarkozy disant oui, mais par un programme plus sévère, on va dire, et plus à droite, je peux aussi absorber une partie de l'électorat de Marine Le Pen. Donc tout le monde a joué de cet argument. Effectivement, les juppéistes disant si Nicolas Sarkozy est le candidat de la droite à l'élection présidentielle, nombre d'électeurs, les électeurs de gauche n'iront pas voter pour lui, et nombre d'électeurs de droite n'iront pas non plus voter pour lui et iront à la pêche. Or, il aura besoin d'une majorité, d'un soutien extrêmement fort de l'électorat pour faire les réformes qu'il entend faire. Tout candidat d'ailleurs et tout futur président aura besoin d'un soutien très fort de l'électorat. Donc, ça va être réellement problématique. Les juppéistes disant même, elle peut arriver. Nicolas Sarkozy est le seul candidat qui peut permettre à Marine Le Pen d'être élue présidente de la République. Donc on voit une espèce de petite dramatisation, parce que je ne crois pas à cette hypothèse-là, mais pour pousser les gens, en effet, à voter pour Alain Juppé. Il y a eu aussi cette déclaration de candidature d'Emmanuel Macron mercredi. Est-ce que là, ça peut influencer le vote? Ça peut faire perdre Alain Juppé, ou en tout cas lui faire perdre des voix? Je crois que ça peut jouer à la marge sur Alain Juppé. Effectivement, il y a quelques électeurs de centre-gauche, disons, qui pourraient hésiter entre les deux. Mais les personnalités sont quand même différentes. Ça peut lui faire perdre un point. Mais ça va pas être décisif. Non. Ce qui sera décisif, c'est la mobilisation. Vous attendez à quelle participation finalement dimanche soir? C'est la grande inconnue de cette élection. Les candidats, les sondeurs, personne. Et justement, c'est la grande inconnue de cette élection. L'équipe d'Alain Juppé disant, on constate que chacun des candidats ne baisse pas dans les sondages, mais perd des électeurs. Par exemple, le tassement d'Alain Juppé dans les sondages, il a été analysé par son équipe en tous les cas, en disant, en fait, les électeurs de gauche sont moins mobilisés qu'ils ne l'étaient il y a 15 jours. Parce qu'Alain Juppé étant donné gagnant, certains se disent on ne va pas aller se compromettre dans cette élection qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est pour les électeurs de gauche qui iraient vers Alain Juppé. Et donc,
l'équipe d'Alain Juppé analyse son tassement en disant les électeurs de gauche étant moins mobilisés, on est un petit peu plus bas dans les sondages. Donc en fait, on voit bien que ce corps électoral extrêmement mouvant peut créer des surprises et c'est le périmètre de cet électorat qui va déterminer l'élection. Grande surprise en fait. et donc réponse dimanche soir, émission spéciale à suivre bien sûr sur LCP à partir de 21h30. Merci Christelle Bertrand d'avoir été Aussi Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est maire de Bordeaux, candidat à la primaire à droite. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Monsieur Apathy, merci d'avoir raccourci ma grasse matinée. Je suis très heureux d'être avec vous. Fatigué? Bon, c'est une émission longue. Oui, bien sûr. Une émission longue. Alors une émission technique qui a beaucoup porté sur le fond quand on élit un président de la République. C'est normal qu'on parle du fond. Pour vous dire les choses franchement, beaucoup de téléspectateurs ont trouvé ça un peu ennuyeux. Vous avez vécu comment vous ce débat? C'est difficile de juger quand on est soi-même acteur. Ça nous a permis d'exprimer un certain nombre de propositions sur des sujets divers. Mais c'est vrai que la construction même de l'émission est frustrante, puisqu'on vous pose une question, on pose une question à l'un des participants, et puis on passe à autre chose. Moi, par exemple, j'étais très frustré, je n'ai pas pu dire un mot de ce qui est un de mes thèmes de campagne les plus importants, à savoir la transformation numérique du monde qui est devant nous. Un exemple parmi d'autres. Enfin bon, c'était la règle du jeu, et je conçois que faire parler 7 personnes pendant 2h30, c'est très compliqué. Ces primaires ne sont pas dans votre tradition politique. Vous jugez que c'est une bonne chose ça? Oui, je pense que de toute façon, on est en train de démontrer que c'est une bonne chose parce que ça a permis aux Françaises et aux Français de s'intéresser au débat. Ça nous a, nous, amené, nous, candidats, à préciser nos propositions. Et puis, les indications que nous avons aujourd'hui montrent qu'il y aura pas mal de votants dimanche prochain. C'est quoi les indications dont vous disposez? Vous savez, on va cliquer sur le site primaire2016.org pour connaître son bureau de vote. Alors, je ne sais pas si les chiffres ont été publiés, mais on n'est pas très loin de 3 millions aujourd'hui. Ah oui. Ah, donc on peut d'ores et déjà, 3 millions de personnes se sont renseignées. Qui se sont renseignées, ça ne veut pas dire forcément qu'elles ont allé voter. Ça peut vouloir dire aussi qu'une personne qui se renseigne entraîne avec elle plusieurs personnes. Il y a aussi un signe important, ce sont les Français de l'étranger. Vous savez, lors de la primaire socialiste, il y a eu 7000 Français de l'étranger qui ont voté. Nous avons, nous, 60 000, pas tout à fait, à peu près 60 000 inscrits qui ont déjà payé. Donc vous voyez que c'est signe d'un intérêt et d'une mobilisation. Et je ne peux évidemment, sur votre antenne, qu'appeler le maximum d'électrices et d'électeurs de la droite et du centre à aller voter. De la droite, du centre et de la gauche? Non, je n'ai pas appelé les gens de gauche pour la bonne raison qu'il faut souscrire aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Et vous savez, il y a des gens qui ont voté à gauche et qui ne sont pas de gauche. En 2012, si tous nos électeurs étaient restés avec nous, nous aurions gagné. Nous en avons perdu, que nous avons déçus. Et à ces déçus-là, je dis, revenez vers nous. On va parler de certains de vos électeurs parce qu'on en a trouvé un ou deux justement qui ont pu voter pour la gauche. Oui, vous avez raison. Mais on va introduire un peu de suspense sur cette question. Vous ne redoutez pas de fraude? L'organisation vous paraît satisfaisante? Non, je pense que l'organisation est bien faite. Vous savez, vous parliez des gens de gauche, des gens de droite, etc. Je prends l'exemple de Bordeaux qui me tient à cœur. En 2012, François Hollande a fait 57% des voix. Et en 2014, j'ai fait 62% des voix. C'est donc j'ai bien récupéré des électeurs qui avaient voté pour Hollande. Et je leur ai pas dit d'aller se faire voir. Je leur ai dit, vous êtes les bienvenus. Gilles Bornstein. Alain Juppé, en tout cas, votre position dans ces débats en a irrité certains, y compris parmi vous. Je vous propose d'écouter Nadine Morano, qui vous accuse un peu d'être le chouchou des médias. On l'écoute. C'était chez nous. Il est en ce moment le chouchou des médias, le chouchou des instituts de sondage. On est dans une espèce de grande manipulation médiatique. Vous êtes d'une manière globale et de manière médiatique à vouloir choisir votre candidat comme ça a été le cas aux États-Unis. C'est la réalité. J'aime bien Nadine Morano. Voilà, c'est une femme politique très spontanée. On a voulu passer cet extrait parce que est-ce que ça n'est pas potentiellement une faiblesse en ces temps où la contestation des élites d'être fort? Mais oui, le vent de contestation contre les médias. Est-ce que vous ne risquez pas d'en faire les frais? Moi, je n'ai pas commenté les sondages à aucun moment durant cette campagne et je ne vais pas me mettre à les commenter aujourd'hui. Ce qui est assez paradoxal, c'est que au moment même où on pointe les sondeurs américains, parce qu'ils se sont trompés, encore qu'on peut en discuter, dans le détail, tout d'un coup, on prête une attention formidable aux sondages français. Donc, voyez, moi, je poursuis ma campagne. Ce soir, je serai à Lille, vous voyez, je n'arrête pas et j'expose mon projet. Je l'ai fait au Zénith lundi dernier. Je crois que ça a porté. Ça crée Vous n'êtes pas le Clinton français, parce que derrière cette critique, il y a le chouchou du système, Hillary Clinton, elle a perdu.
Est-ce que vous serez le Hillary Clinton français? Je n'ai pas de réponse. D'abord, je ne suis pas Hillary Clinton. Ça nous avait pas la peine de développer longuement ce point. La France n'est pas l'Amérique. Et donc, attendons dimanche soir maintenant. On voit bien les positions. Ma position, elle est claire. Je suis un homme de droite, mais un homme de droite ouvert au plus large rassemblement, parce que les réformes que nous allons avoir à faire vont être difficiles. Il faudra du courage et de la persévérance. Et que si on ne rassemble pas, on n'y arrivera pas. Et pour moi, rassembler, ce n'est pas la course à l'échalote avec le Front National. Justement, vous dites que vous ne commentez pas les sondages, mais vous dites quand même couramment, notamment en meeting, que vous êtes le meilleur pour battre Marine Le Pen. Vous connaissez un candidat qui ne dit pas qu'il est le meilleur, non, mais pour battre Marine Le Pen. Donc c'est bien à partir des sondages là-dessus, peut-être que vous raisonnez, si je ne m'abuse. Ou de l'analyse politique, bien sûr. Vous avez pu exposer votre programme. Nicolas Sarkozy dit que vous êtes porteur d'une alternance molle. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Calmement, parce que je crois que c'est une contre-vérité. Ce que je propose, par exemple, pour restaurer l'État fort n'est pas mou. Nous avons fait des erreurs avant 2012. Nous avons, par exemple, supprimé la double peine. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a supprimée. Je propose de la rétablir, parce que quand un étranger est condamné pour crime en France, il faut pouvoir ensuite l'expulser pour qu'il rentre chez lui. C'est ça la double peine. Le mou, c'est nous avons supprimé 10 000 postes dans la police et la gendarmerie. Ça a été une erreur aussi. Moi, je propose d'en redéployer 10 000. C'est pas mou, et puis je pourrais allonger la liste. Nous avons décidé, par exemple, c'était une loi Dati de 2009, que toutes les personnes condamnées, tous les coupables, condamnés à moins de 2 ans de prison, n'allaient pas en prison. Moi, je propose de rabaisser ce plafond à 1 an. Vous voyez, c'est pas mou, ça aussi. Donc le mou, c'est Nicolas Sarkozy, non, c'est pas pas vous. vous. Dit ça, vous me demandez si c'était moi, et je vous dis que c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Simplement, jugeons de ce qui a été fait aussi. Il faut de temps en temps reconnaître ses erreurs. Moi, je ne critique pas 2007-2012, j'assume. J'ai été ministre pendant. Oui, mais je m'autocritique, si vous voulez. Ou j'assume totalement. J'ai été ministre pendant 2 ans. Voilà. Mais reconnaissons nos erreurs, reconnaissons que nous avons fait des déçus. S'il n'y avait pas eu de déçus, on aurait gagné les élections, d'ailleurs. Et donc, il faut en tenir compte aujourd'hui. De votre point de vue, Alain Juppé, le déroulement de ces primaires permettra le désistement des uns vers les autres, en fonction des résultats, dans des bonnes conditions. Il n'y a pas eu de fractures ou de choses irrémédiables qui ont été dites? Non, on attendait beaucoup un pugilat, notamment au cours de ces débats. Il n'y a pas eu de pugilat. Il y a eu quelques petites pointe acérée, mais enfin c'est la logique. Et pour ma part, je suis tout à fait décidé. Si je ne suis pas au 2e tour, je soutiendrai celui qui gagnera le... Et si j'y suis, je soutiendrai celui qui le gagnera. Et on se retrouve dans 90 secondes. Peut-être moi-même. Dans 90 secondes sur France Info. Voici David Doba. France Info, c'est avec Alain Juppé ce matin, Gilles Bornstein pour la question. L'un des moments que tout le monde a retenu hier, c'est la question sur Ziad Takedine, posée par David Pujadas. On l'écoute et vous nous donnerez votre sentiment après. Nicolas Sarkozy. La question était-elle légitime et qu'avez-vous pensé de la réponse de Nicolas Sarkozy? Les journalistes sont libres de poser les questions qu'ils veulent poser. Cela dit, c'est vrai qu'il est un peu scandaleux de voir ressurgir régulièrement ces accusations. Et chaque fois que je lis un article sur le sujet, quelle est la conclusion? Pas de preuve. Voilà. Donc je pense qu'en permanence agiter ceci sans preuve est quand même assez contestable. Est-ce que c'est vous qu'on entend dire c'est pas vrai? À un moment, pendant la question de David Pujadas, c'est pas vrai. Un candidat dit pendant la question. À l'écoute de la question. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir dit. Vous n'avez pas réagi quand David Pujadas a posé la question? Je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Vous savez, dans 2h30 de débat, on peut... D'accord, on l'entend peut-être, je sais pas, d'accord. Vous vérifierez, parce que maintenant on vérifie. Mais non, on ne sait pas, justement. C'était une question. J'ai à ce sujet une question qui fait appel à votre position au gouvernement. En 2012, vous étiez ministre des Affaires étrangères quand un monsieur qui s'appelle Béchir Saleh, l'un des proches du colonel Kadhafi, qui était à Paris entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il avait quitté la Libye, il se passait évidemment une situation assez particulière en Libye. Il est exfiltré de Paris le 3 mai 2012 par un proche de Nicolas Sarkozy, Bernard Squarcini. Quand vous étiez donc ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode, puisqu'aujourd'hui Béchir Saleh est en Afrique du Sud et il refuse de répondre aux questions de la justice française? J'ai reçu M. Saleh à la demande du président de la République, parce qu'il était porteur d'un message, ou d'un soi-disant message de M. Kadhafi qui voulait sortir de l'affrontement dans lequel nous étions. J'ai fixé les conditions qui étaient celles de la France et je n'ai jamais pu entendu parler de M. Saleh. Pour le reste, je n'ai pas... Son exfiltration, vous n'étiez pas au courant à l'époque? Je n'ai pas été impliqué, si je puis dire, dans le processus d'infiltration. Mais cette exfiltration-là, on sait qu'elle a existé et personne n'a expliqué pourquoi elle avait existé. Je ne suis pas en mesure de vous donner des explications sur ce point. Il faut demander aux auteurs, aux acteurs. Mais on peut comprendre le trouble que continue à susciter cette histoire, ne serait-ce que pour ça, par exemple. Jusqu'à présent, tout ceci se fonde sur des allégations et
Tant que des preuves ne sont pas réellement apportées, moi je fais confiance à la présomption d'innocence. François Fillon semble terminer cette campagne des primaires en trombe. On dit même qu'il pourrait être qualifié pour le second tour. Il pourrait donc, si vous l'êtes vous aussi, être votre concurrent dans ce second tour. Ça fera un bon débat. Ou alors le concurrent de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais Jean-François Copé, qui est lui aussi partie prenante de cette primaire, juge que François Fillon est un imposteur. Il l'a dit comme ça au micro de BFM, très clairement. Il l'a répété de manière moins nette hier, mais au micro de BFM, ça donnait ceci, on l'écoute. C'est une imposture, François Fillon. Bon, je n'utiliserai naturellement pas ce mot, je n'aime pas les excès de langage. Cela dit, François Fillon se présente comme le candidat qui a le programme le plus audacieux. Oui. Moi, je dis que c'est le programme le moins crédible. Alors, je ne vais pas reprendre le débat que nous avons eu sur la suppression des fonctionnaires. Oui. Quand il était Premier ministre entre 2007 et 2012, le gouvernement a supprimé 150 000 emplois pendant un quinquennat. Et aujourd'hui, on nous annonce 3 fois plus. Ça ne se fera pas. Il n'est pas possible de supprimer 500 000. Les chiffres ont varié. C'était d'abord 600, maintenant 500 000 fonctionnaires ou emplois publics. Alors on nous dit on va augmenter la durée du travail. D'abord, on ne va pas d'un coup de baguette magique passer brutalement de 35 à 39 heures. Moi, je propose que ce soit négocié aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, naturellement. Et de toute façon, si on passe à 39 heures, il faut payer 39 heures. Ce qui va constituer pour toutes les collectivités publiques, y compris les collectivités locales, une dépense immédiate considérable. Et à ce moment-là, on ne tiendra pas ce qui est pourtant une des idées majeures de François Fillon, c'est-à-dire le déficit et la dette. Donc il y a là une incohérence dans ce projet. Alors c'est très bien de dire je suis le plus fort, je suis le plus audacieux, je vais renverser la table. Vous connaissez cette expression. Moi, je n'y crois pas et je crois qu'il faut des propositions ambitieuses, les miennes le sont naturellement, mais également crédibles. Donc pour une autre raison, vous dites que François Fillon... Non, je ne dis pas qu'il est un imposteur. Non, je ne dis pas ça. Je connais votre talent à nous mettre dans la bouche des mots que nous n'avons pas utilisés. Je dis que son programme n'est pas crédible et que cette allure qu'il se donne du pourfendeur, enfin de l'homme de la rupture, ne correspond pas à la réalité. François Fillon qui à l'instant, sur BFM d'ailleurs, annonce qu'il soutiendra, il dira... S'il n'est pas au second tour, quel candidat il va soutenir et vous ferez la même chose? Ah, ça, c'est une nouvelle. Oui, aussi, ça vient de le dire. Non, mais tout de suite. Je veux dire, c'est bien naturel. Tout le monde fera ça. Tout de suite. Dès dimanche soir, c'était ça, je pense, le sens de la question. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de raison d'attendre. Non, l'idée, c'est ça, c'est de le faire vite ou pas, en fait. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a rien à négocier. Ah non, moi je serai candidat sur mon projet, naturellement, si je suis au deuxième tour, si je suis qualifié pour le deuxième tour. Et si vous ne l'êtes pas, vous direz très vite qui vous soutiendra. Et si je ne le suis pas, je dirai voilà où va ma préférence, bien sûr. Vous savez, de toute façon, les électeurs sont libres. Hein. On sait très bien que les consignes de vote, elles sont suivies ou elles ne sont pas suivies. Hein. Il s'agit juste de prendre une position personnelle et après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, et après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Alors, vous avez un point commun avec François Fillon que vous venez de critiquer, c'est votre proposition d'augmenter la TVA. Hier, successivement, Bruno Le Maire à votre place et aussi pendant le débat, puis Nicolas Sarkozy dans le débat, ont dit que c'était pénaliser les plus pauvres de nos compatriotes. Parallèlement, vous voulez supprimer l'ISF. Est-ce que vous n'êtes pas, finalement, c'est pas vous le candidat des riches? Pourquoi est-ce que je propose d'augmenter d'1 point la TVA, ce qui, je le signale au passage, dans la situation où nous sommes, de stagnation, presque de déflation, n'aura aucune incidence sur les prix. On l'a vu par le passé et on l'a vu dans d'autres pays qui ont pris la même mesure. Je propose d'ailleurs de ne pas toucher au taux réduit et au taux intermédiaire qui concernent tous les produits de consommation courante. Pourquoi est-ce que je propose ça? Pour baisser les charges sur les entreprises et donc pour créer de l'emploi. Voilà la finalité de cette réforme. Et c'est pour ça que c'est une réforme à caractère social. Je n'hésite pas à le dire. En plus, j'ajoute que la TVA... Oui, c'est une réforme, c'est une TVA sociale parce que c'est une TVA qui permettra de créer des emplois. Vous avez l'air sceptique et pourtant c'est clairement évident. Toutes les démonstrations ont été faites. L'Allemagne l'a fait et ça a eu les conséquences que l'on connaît. Je l'ai fait en 1995 et ça a permis, d'après l'INSEE, de créer 400 000 emplois. C'est absolument vérifié. Et j'ajoute que la TVA est un impôt intelligent. Tout le monde a l'air de considérer que c'est un impôt antisocial. Quand vous exportez un Airbus, c'est un peu difficile à expliquer. Il ne paye pas la TVA. Donc, augmenter un peu la TVA, c'est rendre nos exportations plus compétitives. En revanche, quand nous importons des produits qui viennent de Chine, par exemple, s'il y a un peu plus de TVA, ça rétablit un peu mieux la balance avec les produits qui sont fabriqués en France. J'ajoute que tous les touristes qui viennent en France, ils payent la TVA. Ils contribuent aussi à rééquilibrer nos comptes. Voilà pourquoi c'est un impôt intelligent. Le problème aujourd'hui, c'est de favoriser l'investissement. Et pour que les entreprises investissent, il faut attirer l'argent des Français qui ont de l'argent dans nos entreprises françaises. D'où l'idée de supprimer cet impôt qui est une absurdité et qui est une injustice. Là, vous parlez de l'ISF.
qui est l'ISF. Bien sûr, c'est une injustice. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de grandes fortunes qui arrivent à ne pas payer l'ISF parce qu'il y a un plafond de 75%. On ne peut pas payer plus de 75% de ce revenu. Donc quand on s'organise bien et qu'on est très riche, on arrive à ne pas le payer. Donc c'est un impôt absurde. C'est 5 milliards de recettes et ça figure dans le paquet général. Moi, je propose de baisser les impôts de 35 milliards au total, moins les 6 milliards et demi de TVA, ça fait 28 milliards et demi de baisse des impôts. François Fillon propose apparemment de baisser les impôts de 50 milliards, sauf qu'il met 16 milliards sur la TVA. On revient. Donc à peu près en net, c'est à peu près la même chose. Puis surtout, moi, ce qui me frappe, c'est de voir que des députés qui ont voté la hausse de la TVA en 2012, aujourd'hui, brutalement, changent d'avis. Des députés ou des dirigeants politiques comme Nicolas Sarkozy. Ce qui était bon en 2012 ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en 2012, nous avons eu l'extrême habileté de le faire voter applicable en octobre 2012, c'est-à-dire après l'élection présidentielle. Moi, je veux faire les choses clairement et au vu et au su de tout le monde. Et c'est comme dans le débat d'hier, il y a un temps de parole. Oui, c'est Info. Et la dernière partie de l'émission politique de France Info avec Alain Juppé. Ce matin, Jean-Michel Apathy, question. Vous avez animé un meeting important en ce début de semaine. C'était lundi à Paris, au Zénith. Et ce meeting, vous l'avez ouvert avec une formule qui a beaucoup fait causer. On vous écoute, Alain Juppé. Merci d'être si nombreux. Merci d'être si joyeux. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. C'était totalement improvisé. C'est pour ça. Il faut pas tout s'expliquer. On pensait l'inverse, que c'était... Non, pas du tout. Non, mais écoutez, il y avait 6000 personnes. On m'avait mis au défi de remplir le Zénith. Je l'ai rempli. Et surtout, il y avait une ambiance formidable. Alors voilà, je me suis lâché, mais si c'était à refaire, je le referai. Mais si vous me le permettez, je voudrais revenir sur quelque chose de plus grave. Là, on vient d'entendre les prévisions de croissance. Je voulais souligner quand même la gravité de la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Une croissance qui se traîne, alors que la moyenne européenne est sensiblement supérieure à la nôtre. Les déficits en Allemagne aussi sont déçus de la croissance. Oui, on l'attribue notamment au Brexit. Souvent. Elle est supérieure à la nôtre. Voilà, donc nous nous traînons et les prévisions de réduction de déficit ne sont pas sérieuses. Je suis convaincu que l'année prochaine, nous serons très au-delà de ce qui a été annoncé. Et puis au-delà de ces chiffres conjoncturels dont on peut toujours discuter, regardons la situation. Notre industrie est en train de s'étioler comme peau de chagrin. Ça ne date pas de 2012, je veux bien l'admettre. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés à 12% de la production nationale industrielle. En industrie, alors que l'Allemagne est au double. Notre agriculture est en grande souffrance et le chômage ne recule pas. Il a même aujourd'hui repassé la barre des 10%. Donc c'est un échec absolument désastreux et ça va nous donner bien du travail pour redresser la situation. Alors on détruit des emplois industriels en France de manière continue depuis 2000. Je l'ai dit, ça ne date pas de 2012. Ça ne date pas de là. Est-ce que justement cette mauvaise croissance ne risque pas d'empêcher l'application des programmes qui sont les vôtres aux uns et aux autres, c'est-à-dire baisser des impôts? Est-ce que ça n'est pas déjà une hypothèque sur ce que vous proposez? Elle les rend plus nécessaires. Bien sûr qu'il y aura une hypothèque. Et on voit bien en plus aujourd'hui, outre les effets de cette moindre croissance, se multiplier les promesses. Je dis souvent que Noël approche. Et donc il n'y a pratiquement pas de semaine où on n'engrange une dépense supplémentaire. Mais ça rend encore plus nécessaire la réduction des charges et surtout, on parle surtout des charges et des impôts. On ne parle pas suffisamment de la simplification de la vie de nos entreprises et de la vie des Français de façon générale. Il y a un énorme travail à faire sur le code du travail, bien sûr, mais dans beaucoup d'autres domaines pour redonner un peu d'oxygène. Les élus locaux dont je suis, et j'ai rencontré beaucoup de maires pendant cette période, nous disent aussi qu'aujourd'hui, nous sommes totalement ligotés. Le code de l'urbanisme est devenu une monstruosité, tout comme le code du travail. Donc ce travail de simplification, d'oxygénation, si je puis dire, de l'économie française va être absolument prioritaire. Guy Birenbaum. Alors, donc on a noté que vous aviez improvisé la pêche et la super pêche, mais il n'y avait pas que ça dans ce meeting, il y avait la présence... J'espère que vous l'avez noté, oui. Non, j'ai fait un discours d'1 heure et je ne me suis pas borné à parler de la pêche. L'improvisation était talentueuse. Alain Delon était là, c'était très bien, mais il y avait aussi l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui était l'invité de France Info mardi matin, qui nous a dit longuement pourquoi il vous soutenait, et puis il nous a fait aussi, ici, un aveu assez surprenant. Je vous propose qu'on l'écoute. Vous n'excluez pas de voter à gauche. Mais c'est pas la première fois. C'était quand ? Ce qui m'importe, mais ça c'est autre chose. Mais j'ai voté, depuis que j'ai le droit de vote, il m'est arrivé de voter pas forcément à droite. En 2012, vous avez voté Hollande plutôt que Sarkozy. Oui, mais voilà, c'est très simple. Et voilà. Vous voyez que je reçois des soutiens
d'amis dont je ne partage pas mais en même toutes temps, les opinions. Moi, je n'ai jamais vous... voté à gauche, sauf une fois, j'ai fait cet aveu. Et c'était dans ma jeunesse où, au premier tour de l'élection législative, pour me défouler, j'avais carrément voté à l'extrême gauche pour un candidat soutenu par Kévin. Mais en 2012, j'ai voté pour Nicolas Sarkozy, bien entendu, comme en 1981, j'avais aussi voté pour Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez, c'est votre deuxième soutien après François Bayrou, Jean-Louis Debré, des électeurs de François Hollande en 2012. Mais je l'ai dit tout à l'heure, si nous ne récupérons pas la majorité des électeurs qui ont voté pour François Hollande parce que nous les avions déçus, nous serons à nouveau battus. Enfin, c'est quasiment arithmétique. Mais en même temps, il vous tire un tout petit peu une balle dans le pied en même temps qu'il vous soutient, non, avec cette phrase, en disant texto, j'ai voté François Hollande. Non, mais vous voyez, ça me permet de marquer ma différence et de rappeler que moi, je suis un homme de droite. Enfin, revenons à des sujets importants. Je n'ai pas pu hier non plus en parler beaucoup lors de ce débat. La COP22, c'est notre survie. Je crois qu'il faut aussi mettre le projecteur sur cela et nous avons beaucoup de choses à faire. L'accord de Paris est un bon accord. Le désengagement de Donald Trump serait évidemment une très mauvaise nouvelle, mais il faut nous y mettre. De toute façon, nous avons pris des engagements de réduction des gaz à effet de serre et c'est toute une stratégie nouvelle qu'il faut inventer. C'est une croissance nouvelle qu'il faut inventer. On nous parle beaucoup de l'énergie, c'est capital, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire pour limiter les émissions de gaz dans l'habitat, dans les transports. Il faut inventer une nouvelle croissance plus sobre et en même temps plus circulaire. Il faut que systématiquement aujourd'hui nous recyclions alors que nous avons pris l'habitude de gaspiller. Ça, c'est un enjeu pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Beaucoup de questions majeures. La campagne présidentielle elle-même servira évidemment à regarder tous ces sujets. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, Alain Juppé? Vous êtes confiant? Vous serez qualifié pour le second tour de cette primaire? Combatif et confiant. Pardon. Vous êtes serein? Vous m'habituez, Jean-Michel Apathy, à des questions particulièrement, pertinentes. Ouais, comment voulez-vous non, parce que comment voulez-vous que je réponde que je ne suis pas confiant? Vous êtes confiant. Je suis confiant, non pas parce que les sondages disent ceci ou cela, mais parce que je me sens porté par un élan. Et depuis quelques semaines, ce qu'on avait présenté comme un vote de rejet contre tel ou tel est devenu, j'en suis sûr, un vote d'adhésion aux idées que je défends, et notamment à cette idée centrale que la France est diverse et qu'il faut respecter cette diversité, mais que la diversité n'est une force que s'il y a de l'unité. Et l'unité, on voit bien autour de quoi elle se fait, de nos valeurs et aussi d'un sentiment. J'ai cité cette phrase de Gaulle qui parle du sentiment dans l'idée qu'il se fait de la France. Et ce sentiment, c'est quoi? C'est l'amour de la patrie, symbolisé par les symboles nationaux, comme je l'ai dit hier soir, le drapeau tricolore et la Marseillaise. Je suis sûr que les Français vont retrouver la fierté d'être Français. Et c'est la phrase de conclusion. Dimanche soir, et merci d'avoir accepté l'invitation de France Info, Alain Juppé. Clap de fin avant le premier tour de la primaire de droite. Les 7 candidats se sont retrouvés pour une dernière fois ce soir pour l'ultime débat où il a été question en vrac d'Emmanuel Macron, de Donald Trump et de thèmes aussi divers que la lutte contre le terrorisme, l'Europe, l'environnement, l'école. Les favoris des sondages, comme leurs challengers, ont lancé leur dernière salve avant le vote de dimanche. Il y a eu des sourires en coin, pas véritablement de clash. Les temps forts avec Julien Gasparuto. Ils sont arrivés les uns après les autres, sans jamais se croiser. Ambiance très tendue à l'ouverture de ce troisième débat. Rapidement, Nicolas Sarkozy est interrogé sur les soupçons de financement libyen dans la campagne présidentielle de 2007. Colère froide de l'ancien chef de l'État. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Deuxième échange musclé quelques minutes plus tard entre Jean-Pierre Elkabbach et Bruno Le Maire. À la tête de la coalition ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Voix pour les passes d'armes. Après une longue séquence internationale très sérieuse, le débat revient en France sur les questions sociales. La plupart des candidats souhaitent durcir les conditions d'accès aux minima sociaux. Nicolas Sarkozy et François Fillon proposent une allocation unique. Depuis le début, on aurait là un instrument extrêmement souple qui permettrait de répondre à ce cri de colère de beaucoup de Français qui ont le sentiment de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Personne, avec les minima sociaux, ne serait en situation de gagner autant qu'un travailleur sur ce débat. Alain Juppé, lui, avance une autre solution. Je ne suis pas favorable à une allocation unique parce qu'on n'arrivera jamais à mélanger l'allocation au logement, les allocations familiales et le RSA. Je suis favorable à un compte personnel
qui permettent de calculer pour chaque personne la totalité des prestations qu'elle reçoit. Loin des échanges très enlevés du précédent débat, cette ultime confrontation sera restée très terne. Une crispation qui s'explique sans doute par la proximité du scrutin. Et nous allons retrouver Patricia Issa en direct à la sortie des studios de Saint-Cloud où a eu lieu le débat ce soir. Patricia, quelle était l'ambiance entre les candidats ? Alors écoutez Francis, pour tout vous dire, je suis à l'intérieur du studio et le débat est encore en train de se dérouler. Les 7 candidats continuent de confronter leurs idées et cela fait maintenant plus de 2 heures que cela dure. Pour tout vous dire, l'ambiance était au début un peu tendue et puis petit à petit, les sourires sont arrivés, les quelques échanges même de petits mots entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy notamment qui sont côte à côte sur le plateau. Il y a eu bien sûr quelques passes d'armes mais rien de franchement flagrant ce soir. Comme le disait mon confrère Julien Gasparuto, ce débat était un peu terne. Alors, ils sont encore en train de débattre. Je vous le rappelle, le premier tour de la primaire, c'est dimanche prochain. Alors, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon ne sont pas sortis de leur ligne. Ils maintiennent le cap et gardent leur calme. Merci Patricia, ne parlez pas trop fort puisque vous le disiez, le débat se poursuit encore pendant quelques minutes et on va en faire le duel politique du Grand Soir 3. Bonsoir Judith Vintraube du Figaro et bonsoir Anne aux Enchères de l'Express désormais. Il faut que je m'y habitue. Oui. C'est parti pour 5 minutes de débat. Le dernier débat, vous l'avez suivi évidemment. Est-ce qu'il y a un gagnant ce soir ou un perdant peut-être aussi ? J'ai trouvé quand même qu'on sent que François Fillon a le vent dans le dos et qu'il était un peu plus à l'aise que les autres qui se montraient fébriles, il y avait des petits passages à vide pour Alain Juppé ou même pour Nicolas Sarkozy. Après, il n'a pas eu beaucoup de contestations parce qu'il a développé de façon très claire et nette, notamment sur l'éducation, son projet. C'est vrai que ça donnait... Mais personne ne lui a dit « mais vous avez été ministre de l'Éducation, puis vous avez été Premier ministre ». Donc bon, c'est vrai qu'il a un petit côté l'outsider qui arrive. Mais pour vous, c'est qui le gagnant ? Eh ben, on est encore d'accord parce que je vais dire pareil. Vous regardez trop la télé, vous regardez trop les sondages, voilà, j'étais sûre que vous alliez m'accuser. Parce que c'est évident. M'accuser de suivre les sondages. Non, je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que Fillon s'en était le mieux sorti. Parce qu'il a réussi, et notamment dans cette controverse avec Juppé sur les fonctionnaires, sur les emplois, la réduction des emplois publics, du nombre de fonctionnaires, à marquer vraiment sa différence. Oui, son programme est un programme de réforme radicale. L'adjectif a été prononcé par un journaliste qui, bizarrement, s'est senti obligé de s'excuser. D'ailleurs, il y aura des choses à dire sur la façon dont le débat a été animé, conduit et tenu. C'est parce que vous n'y étiez pas. Et pas très bien tenu, parce que vous n'y étiez pas, contrairement aux 2 précédents. Je n'étais pas non plus, mais peut-être que vous auriez souhaité être. Donc Fillon, parce qu'il a réussi à faire passer le message qui résume sa candidature, je serai le président du changement radical. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, parmi les challengers, dans ce cas, un candidat qui vraiment est sorti au cours de cette primaire ? Fillon, excusez-moi, oublions les 3 parce que Juppé, Fillon, Sarkozy, aujourd'hui, ça fait partie des... Ce qui est quand même incroyable, Francis, c'est qu'il y a eu des vérités hebdomadaires dans cette primaire. Au début, on a dit c'est le blast Sarkozy qui va tout prendre sur son passage. Après, c'est plié, c'est Juppé, mais c'était quand même dans un match à 2. Et maintenant, tout d'un coup, il y a une espèce de dynamique. François Fillon, on verra bien jusqu'où il ira, mais qui vient ébranler quand même ce match fermé François à 2. Fillon, il menace qui ? Plutôt Alain Juppé ou plutôt Nicolas Sarkozy ? Alors justement, pour l'instant, normalement... Alain Juppé bénéficie, j'allais dire Nicolas Juppé, c'est pour dire la confusion dans laquelle je suis, bénéficie d'avance qui reste assez confortable, quoi qu'elle soit dans la marge d'erreur. Là, dans le dernier sondage IFOP, ils sont à moins de 5 points les uns des autres. On est complètement dans la marge d'erreur. Et normalement, disons que il y a 2 comme j'ai dit la réforme radicale. Comme j'ai dit, la réforme radicale, normalement, ceux qui veulent des changements nets devraient arbitrer entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Oui. D'accord, c'est clair. Si vous voulez, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait cette logique de dire beaucoup choisissaient Alain Juppé pour faire barrage à Nicolas Sarkozy et choisissaient même Nicolas Sarkozy pour faire barrage à Juppé. Ça, on l'a un peu moins dit, mais ça existe aussi. Oui, non, mais ça n'existe quasiment pas. Le taux d'adhésion à la candidature, les gens qui votent Sarkozy parce qu'ils adhèrent à ce qu'il propose et à ce qu'il est. Moi, j'ai rencontré des électeurs qui disaient je ne veux pas d'Alain Juppé, et Nicolas Sarkozy est le mieux placé
assez pour le battre. Il ne représente pas mes idées, etc. Moi, je rencontre chez François Fillon. Ah bon, alors ça dépend où vous êtes. Bon. Voilà, bon. Donc toujours est-il que... Ce qui veut dire que c'était très flou tout ça. Oui, exactement. Mais je trouve surtout qu'il y a une espèce désormais de pudeur des sondeurs qui a quand même peut-être un petit effet Trump là-dessous et qu'en effet les marges d'erreur ont été un petit peu revues. Et des éditorialistes qui vont avec parfois aussi peut-être. Oui, peut-être. On va revenir maintenant sur un qui n'est pas dans la primaire, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé sa candidature hier. Est-ce qu'il peut bousculer, parce que ça je l'ai lu dans les éditos aussi, la primaire de droite ou brouiller les repères ? Moi, je ne crois pas. La seule façon dont éventuellement il aurait pu les bousculer, c'est de convaincre des électeurs de gauche de ne pas aller voter à la primaire de la droite, de se garder en quelque sorte, de s'économiser, d'économiser leur énergie, leur conviction pour lui à gauche. Mais ça me paraît un effet très faible. Il peut quand même un tout petit peu grappiller sur Alain Juppé parce que il y a eu un moment un effet des centristes et un petit nombre d'électeurs de gauche qui se disaient si on veut vraiment pas avoir Nicolas Sarkozy, il faut qu'on aille voter. Là, ils ont éventuellement une autre candidature avec 30 ans de moins, comme on dit. Donc ça peut en dissuader quelques-uns. Maintenant, je vais vous demander de vous mouiller. Ce sera quoi l'affiche finale dimanche soir, Judith? Moi, je dirais Fillon-Juppé. Anne? Moi, je pense quand même que ce sera Juppé-Sarkozy. Ah, d'accord. Eh bien, on verra. On verra la semaine prochaine. Merci, Anne Rosencher. Merci, Judith Vintraube, d'être venue sur ce plateau. Ouvre sur la primaire de droite, évidemment. Libération titre sur la grande régression en parlant des programmes des différents candidats. Le journal parle de purge dans la fonction publique, de libéralisation à tout va, de suppression de l'ISF, un concours de réforme radicale. L'opinion estime que cette primaire a permis de voir ce que la droite a dans la tête et dans le ventre et se félicite au contraire des réformes annoncées destinées à relancer l'économie. Mais la primaire est pleine d'inconnus. En premier lieu, le taux de participation, rappelle le journal. Et puis l'Humanité voit déjà un gagnant, le patronat, dans l'ombre des candidats, parce que selon le quotidien, toutes les idées de la droite reprennent les revendications du MEDEF, à tel point, ironisent nos confrères, que les représentants du patronat ne savent plus quel candidat choisir. Et pour finir, après la gauche plurielle, voici la droite plurielle à la une du quotidien 20 minutes, car chacun des 7 candidats a réussi à affirmer ses différences, est-il écrit en dessous du gros titre. Alors évidemment, pas de débat politique. Martin, bonsoir, merci d'être avec nous sans réseaux sociaux, hein, c'est comme ça. Vous êtes avec nous sur ce plateau ce soir. Il y a eu de l'activité ce soir sur les réseaux sociaux? Il y a eu quasiment autant d'activité que lors du premier débat il y a un mois. Francis, on a compté ce soir près de 200-220 000 tweets sur le temps du débat. Sur le premier débat, on avait compté 225-230 000 tweets. Avec une pointe à 21h20, 2096 tweets à la minute. C'est au moment de la réponse de Nicolas Sarkozy sur les affirmations de Takieddine. Et le tweet le plus reposté, le voilà. On l'interroge sur la Libye. Nicolas Sarkozy répond « Vous n'avez pas honte ?» Du coup, il ne répond pas. Malinx, le lynx, un tweet de nos confrères du Lab d'Europe 1. D'ailleurs, il faut noter que sur les 7 candidats, c'est Nicolas Sarkozy qui est le plus cité dans les tweets. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Parce que c'est en pour ou en contre. Nicolas Sarkozy est assez clivant, et notamment sur les tweets, donc en pour ou en contre, il est très très cité, donc, généralement. Il y a ce tweet qui a beaucoup circulé. Qu'est-ce qui a été le plus commenté? Alors voilà, alors, il y a également les candidats les plus recherchés. C'est ce qu'on appelle la course de cheval. C'est sur le moteur de recherche Google. Ce sont les recherches au fur et à mesure du débat, pendant le débat, à quoi les gens s'intéressent en regardant le débat, à qui ils s'intéressent. Et le gagnant de cette course de cheval, ce soir, est une gagnante. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été le plus recherchée sur Google, devant François Fillon et Alain Juppé. Là, ça veut peut-être dire quelque chose. Aux États-Unis, lors des débats américains, Donald Trump était généralement en tête à la course de cheval. Nathalie Kosciusko-Morizet est en tête ce soir. Là, ce serait une grosse surprise. Très grosse surprise. Et enfin, il y a les questions qu'on se pose. Et sur le moteur de recherche Google, toujours, la question la plus posée ce soir est: comment voter à la primaire de la droite? Ça aussi, c'est peut-être un signe sur la mobilisation dimanche. C'est certainement un signe pour dimanche. Merci Martin d'être venu nous dire tout cela. On va retrouver Patricia Issa au studio de Saint-Cloud où se passe le débat de la primaire. Est-ce que le débat touche à sa fin, Patricia? Eh bien, écoutez, Francis, il est 23h30 et le débat
continue. Cela fait maintenant 2h30 que les 7 candidats confrontent leurs idées, mais je pense que le temps commence à se faire un peu long, ça trépigne un peu des jambes. Ils sont encore là, juste derrière moi. Ils sont sur la conclusion, bien sûr, mais ils continuent quand même de se reprendre, d'essayer de dire ce qu'ils ont à dire et de donner leur programme aux Français, puisque c'est le dernier débat et ils ont tous conscience que c'est ce soir que les Français les écoutent peut-être pour la dernière fois avant de faire leur choix dimanche prochain, puisque dimanche prochain c'est le premier tour de la primaire de la droite. Merci Patricia, ça s'appelle jouer les prolongations comme au théâtre. Le fabriqué en France ne se cache plus. Avec Marie Garrier pour le journal. Bonjour Marie. Bonjour Yves, bonjour à tous. Personne n'est vraiment sorti vainqueur du dernier débat de la primaire et de la droite. Oui, vous le disiez à l'instant, un sondage de fin d'émission donne la faveur à Alain Juppé, un autre sondage à François Fillon. Un débat marqué par la très vive réaction de Nicolas Sarkozy quand il a dû répondre à une question sur le financement supposé de sa campagne 2007 par de l'argent libyen. Dans l'actualité... Le dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la droite est apparu beaucoup plus convenu que les précédents. Alors il a été question de la politique étrangère de la France, de l'état de l'Europe, de l'éducation. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. Les 3 candidats en tête des sondages, Juppé, Sarkozy, Fillon, ont évité les attaques trop frontales. On va y revenir dans un instant. Il y a d'abord cette scène entre Nicolas Sarkozy et David Pujadas, le moment le plus tendu de la soirée. Oui, alors que le journaliste interroge les candidats chacun leur tour sur des thèmes d'actualité, l'ancien président a droit, lui, à une question sur les affaires. A-t-il financé sa campagne de 2007 avec l'argent de la Libye, comme l'affirme l'homme d'affaires Ziad Takieddine? Une question à laquelle Nicolas Sarkozy ne s'attend manifestement pas. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. La colère froide de l'ancien président et un réel moment de tension sur le plateau. Et sur le débat proprement dit, Dominique, chacun est finalement resté sur ses rails. Oui, alors qu'on aurait pu s'attendre, vu les sondages très serrés, à davantage de prise de risque de la part notamment des 3 favoris, Juppé, Fillon, Sarkozy. Or, ils sont restés fidèles à la stratégie développée depuis le premier débat qui consiste à se placer au-dessus des petites altercations, peut-être pour ne pas trop s'abîmer. Il aura fallu attendre presque 2 heures, dommage pour les couche-tôt, 2 heures avant d'assister à la première confrontation directe Juppé-Sarkozy à propos de l'immigration. Écoutez. Avec Alain, je pense que nous avons une autre divergence. Je pense qu'il ne mesure pas l'incandescence de la colère à propos des phénomènes migratoires. Je voudrais simplement dire à Nicolas que ramener le problème des flux migratoires à celui du regroupement familial, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Vous l'entendez, ce n'est pas non plus très violent. La vraie confrontation hier soir, elle avait surtout lieu entre candidats et journalistes, ce qui a parfois donné l'impression d'une véritable cacophonie. On va maintenant passer aux questions de société, Jean-Pierre. À tout à l'heure. On puisse parler, Laurent. Très rapidement, Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Voilà, difficile parfois de s'y retrouver. Au final, les 3 favoris restent les mêmes. Juppé, Fillon, Sarkozy dans un mouchoir de poche alors que la campagne officielle se termine ce soir à minuit. Dominique Tenza du service politique d'RTL. Jean-François Copé, à la sortie du plateau, a jugé le débat intéressant. Chacun a pu dire un peu ce qu'il avait sur le cœur et se montrer tel qu'il est surtout. Les solides sont solides, comme je dis dans ces cas-là, et puis les fragiles sont fragiles. Donc c'était intéressant de voir cela, et puis ça m'a permis en tout cas de dire aux Français ma passion pour le projet que je défends pour eux, celui d'une droite décomplexée qui rétablirait le commandement, l'esprit de décision. Maintenant rendez-vous dimanche. Cette fois ce sera plus les sondages, ce sera pas les commentaires de presse, ce sera les électeurs. Jean-François Copé, micro RTL de Jacques Serret. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est démarquée à la fin de ce débat en reconnaissant qu'elle n'allait pas remporter la primaire et en moquant ses adversaires qui ont tous proclamé à un moment ou à un autre qu'ils allaient gagner, même s'ils savaient que c'était faux. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, donne sa voix à François Fillon. Il explique au Figaro que c'est un homme sérieux et honnête, qu'il croit ce qu'il dit et fera ce qu'il dit. Alors, dimanche sur RTL, une soirée spéciale, un premier tour de la primaire de la droite et du centre, de 20h à 23h, présenté par Marc-Olivier Fogiel, avec bien entendu notre service politique, les éditorialistes, beaucoup d'invités également. Et je vous rappelle que ce matin, nous attendons vos réactions au 3210. Êtes-vous concerné par la primaire? Avez-vous envie de voter? Qui, selon vous, a gagné ces débats télévisés? J'attends avec curiosité vos réactions. Emmanuel tenait hier soir à Marseille son tout premier meeting en tant que candidat à la présidentielle. Et voilà ce que lui inspirent les débats dans le cadre de primaires. Les débats des primaires, ce ne sont pas des débats sur des petites propositions ou des petits désaccords. Ce sont des débats entre des femmes et des hommes qui ne partagent plus le même projet pour le pays, la même vision du pays, qui ne veulent pas le même pays. Ce sont surtout des débats
de syndic de copropriété. Parce qu'il cherche à trouver les moyens de s'organiser pour que, au moins, les intérêts financiers et ceux du parti soient bien défendus. Emmanuel Macron au micro RTL d'Olivier Bost pour RTL, donc à Marseille. François Hollande préside aujourd'hui un conseil. C'est un véritable vainqueur, pour ce débat. Oh, écoutez, ça, j'en sais rien, c'est vraiment pas à moi de le dire. Et vos confrères, généralement, nous mettent des classements, donc je les laisse faire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai trouvé que ce débat était très, très intéressant, en fait, parce qu'il permet de révéler les personnalités de chacun, les courageux, les fragiles, ceux qui, en réalité, ont des projets de rupture véritables et qui peuvent d'autant plus le faire, en tout cas c'est mon cas, que ils ont trouvé que dans le passé on a calé, reculé et que aujourd'hui certains ne sont pas forcément aussi bien placés pour pouvoir dire qu'ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait hier. Il a parlé aux Français de droite et du centre, c'est-à-dire au corps électoral de l'élection primaire. Et il a parlé de tous les sujets, comme l'ont pu le faire, ou essayer de le faire aussi ses concurrents. Mais je pense avec une détermination et aussi une capacité quand même à montrer quelles étaient les solutions qu'il proposait. C'est clair, c'est précis, c'est net, c'est cohérent, c'est carré. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Troisième et dernier débat entre les 7 candidats de la primaire, de la droite et du centre hier soir. Alba, ma question est simple, qui l'a emporté? François Fillon, je trouve que celui que l'on n'attendait pas dans cette campagne finalement a encore été très bon. C'est ce que je vous disais lors du précédent débat. Et hier soir, il a confirmé. On a vu un François Fillon très en place, dans son registre, très à droite, conservateur, s'adressant encore une fois à l'électorat catholique. Vous avez vu lorsqu'il a lancé en conclusion, en référence à Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Écoutez, c'est comme si les sondages l'avaient regonflé à bloc, ces fameux sondages qui, paraît-il, ne l'intéressaient pas. Voyons. Hier soir, il a fait preuve d'autorité, de fermeté. Et ce qui est étonnant, c'est que cette autorité, on ne l'avait pas vue avant. Ce qui l'emportait chez François Fillon, c'était plutôt son côté taciturne et presque résigné. Vous savez, le collaborateur de Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai qu'on a toujours souligné le sérieux de son programme, mais jusqu'à ces débats, il ne parvenait pas à trouver de l'écho. Les débats lui ont permis de se révéler. Donc il a les moyens de bousculer effectivement Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Oui, mais alors ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner ou qui va virer en tête. Ça, personne n'en sait rien. D'autant qu'il a quand même été bousculé hier soir, à la fois par Alain Juppé, qui est allé le chercher sur la réduction du nombre de fonctionnaires, par Jean-François Copé, qui lui a reproché de ne pas avoir fait ce qu'il propose aujourd'hui. Et c'est vrai que François Fillon, il dit je veux me débarrasser de ceux qui font les programmes scolaires, mais il ne l'a pas fait avant. Il veut supprimer l'USF, il ne l'a pas fait avant. Il veut revenir aux 39 heures, il ne l'a pas fait avant non plus. Donc oui, François Fillon s'est clairement inscrit dans un débat à 3, mais il a face à lui un Alain Juppé qui reste solide. Il a été très à l'aise hier soir, l'ancien Premier ministre. Et un Nicolas Sarkozy qui est très énergique, qui a réussi à mettre en avant son expérience de chef d'État. Même si on l'a vu, il a perdu ses nerfs sur la question du financement de sa campagne. Et si lui aussi, comme François Fillon, mais plus encore, est renvoyé à son bilan. Cela dit, ce que je note, c'est que les fois précédentes, c'était tous contre Sarkozy. Et hier soir, ça n'a pas été le cas. Et les autres candidats, Alba, vous les avez trouvés comment? Moi, j'ai trouvé NKM très bonne. Elle mérite sa place dans ce débat. Je ne sais pas si elle a gagné ses galons pour un futur ministère de la Défense, mais hier soir, elle a montré que le sujet l'intéressait au plus haut point. Oui. Vous avez remarqué aussi. Écoutez, Bruno Le Maire, il pâtit de son côté trop techno, trop intello. Jean-François Copé, il s'exprime bien, mais il reste malheureusement pour lui inaudible. Et Jean-Frédéric Poisson, il lui arrive encore de se noyer. C'est facile. Oui, je sais, je l'aime bien celle-là. Globalement, c'était un débat dans lequel il y a eu de bons échanges. Je pense notamment sur l'éducation, sur le collège unique ou sur la politique internationale. Mais alors sur la forme, une catastrophe. C'était la foire avec des candidats empêchés de répondre, qui se rebiffent contre les présentateurs. Ça partait dans tous les sens. Et ça, je trouve que c'est dommage. La non-préparation, l'absence de préparation d'un débat qui est venu gâcher justement la qualité de ce débat. Et nous débattrons à 8h20, 8h15 même, très exact, 2 jours maintenant de l'élection. Prenez la parole. Un seul numéro. Calvi vous écoute au 3210. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour. Vous nous appelez du département d'Eure-et-Loire, merci d'écouter RTL. Voilà, on souhaitait ce matin entendre des auditeurs nous dire s'ils allaient participer à cette primaire, s'ils avaient été intéressés par les débats en général et s'ils se sentaient concernés. Eh bien, vous avez le droit de répondre aux 3 questions. Voilà, écoutez, moi j'ai déjà, bien sûr, j'ai voté à la primaire. Je suis un sympathisant de droite depuis que je vote, c'est-à-dire depuis 17 ans, j'ai 35 ans, donc voilà, j'ai toujours été à droite. J'ai déjà mon candidat qui est Sarkozy, parce que c'est le candidat qui, pour moi, est capable de relever le challenge qui va être difficile. Sauf que hier, j'ai quand même trouvé un François Fillon très fort. Vraiment très fort. Et clairement, aujourd'hui, au vu des sondages, en tout cas, si on peut encore se fier aux sondages, en tout cas, si Sarkozy devait être
devait ne pas être au deuxième tour, eh ben je voterai pour François Fillon au deuxième tour. Parce que moi, mon objectif en tout cas, dans cette primaire, c'est de faire barrage à Alain Juppé. Il est trop vieux, il est trop mou. C'est un François Hollande pour moi en puissance 10. Donc je ne veux surtout pas d'Alain Juppé. Mickaël, vous avez été très clair dans vos engagements, dans vos choix et même dans votre choix de repli, si j'ai bien compris, en tout cas concernant François Fillon. Merci de nous avoir appelés et restez avec nous. À 8h15, vous savez, on débat avec Alain Duhamel. Merci d'écouter RTL. Vous ne partez pas les mains vides, Mickaël, puisqu'à l'occasion de la sortie du nouvel album Souchon-Woolsey, le concert en partenariat avec RTL, eh bien on vous offre le double CD rien que pour vous. Voilà, regardez et puis évidemment restez avec nous pour débattre et commenter évidemment ce débat très attendu. Regardez. Quelques mots des règles. C'est le tirage au sort qui a décidé de vos positions. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Et bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir. Tirage au sort également pour vos prises de parole, au début et à la fin. Et puis chacun aura, au cours de ce débat, 1 minute 30 maximum pour répondre aux questions, 30 secondes lorsqu'il souhaite intervenir ou répondre dans le cours du débat. La lumière rouge s'allumera pour le signaler, mais libre à chacun, bien sûr, d'économiser, entre guillemets, son temps de parole. Et avant de démarrer, quelques explications sur le déroulement du vote dans 3 jours avec Guillaume Narret. Le premier tour de cette primaire se déroule ce dimanche 20 novembre. Pour voter, pas besoin d'être membre d'un parti politique. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales. C'est une primaire ouverte à tous. Il vous faudra simplement signer cette charte dans laquelle vous affirmez partager les valeurs républicaines de la droite et du centre et vous engager pour l'alternance. Combien ça coûte ? 2 € à chaque tour de scrutin afin de participer aux frais d'organisation. Au total, 10 228 bureaux de vote seront ouverts dans toute la France de 8h à 19h. Attention, ce n'est pas nécessairement votre bureau habituel. Pour savoir où voter, rendez-vous sur ce site internet www.primaire2016.org. Un numéro de téléphone spécial a été mis en place également, le 0821 20 2016. Les procurations sont interdites. Si besoin, un second tour aura lieu 1 semaine plus tard, le dimanche 27 novembre. Voilà pour ces règles et on commence avec 2 questions d'actualité. La première, c'est la poussée des votes anti-élite. Donald Trump, après le Brexit et avant peut-être l'Autriche. Alors Jean-Pierre Elkabbach parlera des conséquences internationales tout à l'heure. Mais quels enseignements ici en France ? François Fillon, c'est vous qui commencez. Beaucoup ici, et notamment Nicolas Sarkozy ou Jean-François Copé, estiment que cela impose de revoir la manière de s'adresser aux Français, qu'il faut affirmer ses intentions sans filtre, notamment sur les frontières, la cohésion, l'immigration. Est-ce que c'est votre cas ? Il faut toujours dire la vérité aux Français. Il ne faut pas changer d'attitude parce qu'il y a eu une élection aux États-Unis. Monsieur Trump a été élu par les Américains, c'est le choix du peuple américain. C'est donc le président qui va défendre les intérêts des États-Unis. Et le débat que nous avons, c'est pour choisir le président qui va défendre les intérêts de la France. Justement face aux États-Unis. Parce que si nous sommes alliés, il se trouve que nous avons beaucoup de contentieux avec les États-Unis. Et beaucoup de ces contentieux ne datent pas de monsieur Trump. C'est pas monsieur Trump qui a semé le chaos au Proche-Orient en envahissant l'Irak. C'est pas monsieur Trump qui voulait installer des missiles antimissiles à la frontière de la Russie. C'est pas monsieur Trump qui fait que les magistrats américains se mêlent de la vie des entreprises européennes. Donc le moment est venu, avec l'élection de monsieur Trump, de dire stop et de convaincre les Européens de mettre en place une relation transatlantique qui soit beaucoup plus équilibrée. C'est ça l'enseignement que je tire, plutôt que des enseignements sur la vie politique française. Tout ça n'a pas grand-chose à voir. On a entendu beaucoup de commentateurs expliquer doctement les raisons pour lesquelles Mme Clinton serait élue. Puis on a entendu les mêmes commentateurs 24 heures après expliquer aussi doctement pourquoi M. Trump avait été élu. Moi, je ne me donnerais pas ce ridicule. Jean-Frédéric Poisson, c'est à vous de vous exprimer. Vous êtes le seul ici à avoir salué l'élection de Donald Trump. Vous vous sentez proche de lui politiquement ? Non, ça n'est pas la question. Le message qui est envoyé par l'élection de Donald Trump aux États-Unis consiste d'abord à rappeler que les frontières, ça a du sens, que les chocs migratoires doivent être pris en compte, que le politiquement correct, effectivement, ne peut plus avoir droit de cité dans la vie publique, que les entreprises et la prospérité économique ont du sens. Et tout cela, je crois, se fait dans un contexte dans lequel les États-Unis eux-mêmes
nous disent finalement la mondialisation heureuse telle qu'elle a été envisagée par beaucoup de pays occidentaux, telle qu'elle a été préparée en Europe, y compris par toutes les personnes qui sont autour de moi ici, eh bien je pense que c'est ça qui marque un coup d'arrêt dans l'histoire du monde. Lorsque le président de la République française exprime des inquiétudes, moi j'ai l'impression que nous sommes en face de formidables opportunités. Les États-Unis d'Amérique vont changer de pied probablement, même si il faut d'abord laisser le nouveau président américain entrer à la Maison-Blanche, parce qu'il n'y est pas encore, mais dans les intentions qu'il a affichées très clairement, et sur le Proche-Orient, et sur la relation des États-Unis avec l'OTAN, donc la manière dont les États-Unis voulaient diriger l'intégralité quasiment de la protection militaire du monde, tout cela va changer. Et je crois qu'à défaut d'avoir à faire des commentaires sur les conséquences sur la vie politique française que je considère inutiles, il me semble qu'il y a pour notre pays, en tout cas, une opportunité formidable. Alors, Bruno Le Maire, vous avez fait un commentaire sur l'incidence sur la vie politique française. Vous voyez dans ce vote, et dans ces votes d'une manière générale, le signe que le renouvellement est un peu impératif. Est-ce que ça n'est pas un peu hasardeux de tirer ces conséquences pour y trouver un encouragement à votre démarche personnelle, puisque vous prenez vous-même le renouvellement? Ce n'est pas ma démarche personnelle du tout qui est en cause, David Pujadas. Simplement que lorsqu'on n'écoute pas les peuples se vengent. Et on le voit partout dans toutes les nations occidentales. Vous avez cité l'Autriche, qui pourrait dire demain un président de la République issu d'une formation d'extrême droite. On le voit en Allemagne, avec un parti des extrêmes qui, pour la première fois depuis 1945, dépasse les 10% des élections locales. On le voit avec le Brexit. Tout le monde avait dit que ça n'arrivera jamais. Jamais la Grande-Bretagne ne quittera l'Union européenne. C'est arrivé. On l'avait dit pour Donald Trump, jamais il ne sera élu président des États-Unis, c'est Mme Clinton qui va gagner. Eh bien, le peuple décide autrement. Il y a une colère, il y a une inquiétude dans toutes les nations occidentales et un besoin à la fois de protection économique et de protection culturelle. Et depuis 4 ans que je me déplace en France, moi je sens ce même besoin de protection. Je sens la même colère des artisans, commerçants. On leur dit le RSI ça marche très bien. Non, ça ne marche pas. De toutes ces classes moyennes, on alourdit leurs impôts et on leur dit ne vous inquiétez pas, on va continuer comme avant. Non, il faut baisser les impôts des classes moyennes, de ces agriculteurs qui s'en sortent plus parce que les normes sont toujours plus strictes. Eh bien, il est temps de répondre à cette colère et pas comme le fait M. Trump, pas avec plus de colère, pas avec des propositions qui ne seront pas tenues, mais avec des propositions positives qui redonneront aux Français la capacité de réaliser ce qu'ils portent au plus profond d'eux-mêmes. Bien, pousser des populismes un peu partout, pousser du populisme peut-être aussi en France. Nous sommes également en partenariat ce soir avec Facebook et les Français nous posent des questions par ce biais. Écoutez. Bonsoir, je m'appelle Pascal Égard, j'ai 44 ans, j'habite à Paris dans le 15e arrondissement et je suis responsable d'un centre de supervision dans les télécoms. Ma question est la suivante. Le résultat des dernières élections américaines ont démontré la capacité des électeurs à porter aux plus hautes fonctions de l'État un profil particulièrement atypique. En quoi êtes-vous atypique par rapport à vos concurrents et qu'est-ce qui va vous différencier dans la dernière ligne droite avant les élections présidentielles de 2017? Merci. Alors, question à vous, Alain Juppé. Vous avez entendu aussi ce que disent certains de vos concurrents face à cette poussée possible du populisme en France. Est-ce que votre ton mesuré, délibérément nuancé, fait de vous le meilleur candidat contre le populisme? Les Français le diront. Le peuple américain s'est prononcé et naturellement nous devons nous tenir prêts au dialogue avec le nouveau président des États-Unis. La première question que je me pose est tout simplement la suivante. Fera-t-il après l'élection ce qu'il avait annoncé avant? C'est une question que nous devrions nous poser en France aussi. Il y a raison d'en douter, puisqu'il commence déjà à mettre un peu d'eau dans son vin après ses déclarations tonitruantes d'avant l'élection. Je crois que ça nous lance 3 défis, parce que c'est ça qui est intéressant. Je pense que l'Amérique n'est pas la France et la France n'est pas l'Amérique, et qu'il est difficile de tirer des conclusions définitives. En revanche, nous devons nous préparer à 3 chocs, disons le mot. Le premier, c'est le commerce. On nous parle beaucoup de protectionnisme. Le protectionnisme serait une régression formidable pour l'économie française et l'économie européenne en général, mais nous ne devons pas être naïfs avec les États-Unis. Il faut défendre nos intérêts et nous doter des outils nécessaires pour avoir une politique commerciale offensive. Le problème va se poser avec la Chine, d'ailleurs, dans les tout prochains jours. Ensuite, c'est le choc de la défense. M. Trump nous dit qu'il faut que les Européens dépensent davantage. OK, on va faire des efforts pour la défense, mais qui paye commande? Et ça nous met au pied du mur. Est-ce que l'Europe, oui ou non, est prête enfin à prendre ses responsabilités en matière de sécurité et de défense? Puis le troisième choc, c'est le choc du développement durable. Je crois qu'il n'est pas question pour nous de renoncer à lutter efficacement contre le réchauffement climatique, quel que soit le changement de pied des États-Unis.
Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce qu'on peut aujourd'hui convaincre l'opinion en plaidant pour les opportunités d'une mondialisation heureuse en quelque sorte? Moi, je n'ai pas changé d'avis. Ce qui était détestable dans les propos de Donald Trump l'est toujours. Le sexisme, le racisme, l'homophobie ne sont pas plus acceptables depuis qu'il a été élu président par les Américains. Alors, néanmoins, il a été élu à la faveur, il est vrai, d'un système électoral dans lequel Hillary Clinton a quand même 1 million de voix d'avance. Mais il a été élu et il va falloir travailler avec lui. Mais ça ne nous oblige pas à lui ressembler. Et puis, après tout, on n'est pas des commentateurs de la vie politique américaine. Je veux dire, nous autres, on est des acteurs de la vie politique française. Donc, la question, c'est comment, dans ce nouveau contexte, qui va probablement être plus dur, on défend au mieux les intérêts des Français. Mais la mondialisation semble sanctionnée par tous ces votes. Mais on peut en discuter à l'infini. Il n'a pas fait campagne pour ou contre la mondialisation. Ce n'était pas ça l'axe de la campagne américaine. Et de toute façon, la campagne américaine, c'est la campagne américaine. Moi, la question que je me pose comme responsable politique française, c'est comment on fait dans ce contexte pour défendre au mieux les intérêts des Français. Et il y a un sujet dont il faut qu'on parle, c'est celui de la défense. Parce que les États-Unis, ils vont être dans une démarche beaucoup plus isolationniste. Il l'a annoncé pendant sa campagne, c'est à la France probablement pour partie de relever ce défi. Elle assume, une fois que la Grande-Bretagne aura quitté l'Union européenne, 25% de la défense, 25% de l'investissement en défense européenne. Mais il faut qu'on puisse le partager avec les Européens. Il faut qu'on puisse partager cette charge et notamment sortir la défense des critères de 3% de Maastricht. Alors, je ne désespère pas de vous faire parler tout de même des enseignements de cette élection pour la France. Nicolas Sarkozy, vous avez entendu ce qui se dit beaucoup. Est-ce qu'Alain Juppé n'est pas le meilleur candidat contre une possible poussée du populisme en France parce qu'il serait le plus rassembleur? Vous êtes bien dans la ligne journalistique. Vous en avez parlé, vous aussi. On parle de Trump et on arrive à l'un de mes concurrents. L'élection de Trump, il faut le dire aux Français, va avoir 2 conséquences géostratégiques absolument majeures. La première, c'est que la première puissance du monde, économique, militaire, monétaire, va défendre ses intérêts avec davantage d'agressivité. On doit en tirer des conséquences. On ne peut pas être naïf. On ne peut pas laisser massacrer littéralement notre industrie, notre agriculture, notre ruralité. Ce n'est pas possible. Je propose donc immédiatement que l'Europe se réunisse pour adopter un Buy European Act. La société Alstom vient d'obtenir un marché d'1,8 milliard aux États-Unis. Les maires de la droite et du centre se sont donc affrontés hier soir lors d'un dernier débat avant le premier tour. Peut-il influencer les sondages, changer les votes? Dans quel sens? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Christelle Bertrand, journaliste politique à Atlantico. Bonjour Christelle. Et avec Mathieu Verrier. Bonjour Mathieu, vous êtes éditorialiste pour La Voix du Nord. Alors Alain Juppé avait, selon les sondages, gagné le premier débat. François Fillon avait surperformé dans le deuxième débat. Pour vous, est-ce qu'il y a un gagnant hier soir? Est-ce qu'il y en a un qui est plus sorti du lot que les autres? Mathieu. C'est difficile à dire. Ils sont tous restés un peu dans leur couloir. Fillon a encore été très bon. Alors, il n'a pas surperformé comme la dernière fois, parce qu'on n'a pas découvert ce côté un peu entre deux, enfin, ce côté perturbateur de duel. Mais Fillon, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti. Alors, c'est ce que dit un sondage Elab, qu'il a été le plus convaincant hier soir. C'est également votre avis, Christelle? Il y a eu un moment assez parlant quand même en toute fin d'émission où il prend la parole pour dire on n'est pas d'accord avec cette thématique de débat, on va parler d'autre chose. Et il incarne quand même le leadership. Absolument, il y a un petit côté chef de bande, très calme, il dit ça très calmement. Effectivement, il y a un moment assez magique où on se dit là, il arrive à s'imposer, il marque encore un point. Après, sur le gagnant du débat, moi je trouve que c'est plutôt la lassitude. On a vu des candidats fatigués, qui avaient hâte d'en finir, qui étaient extrêmement stressés par toutes ces semaines de campagne. Et je pense qu'on s'est un petit peu ennuyé, contrairement aux 2 autres débats où on a appris à les connaître, on a appris certaines choses de leur programme. Hier soir... Pourtant, il y avait des questions importantes, notamment l'Europe, l'éducation, toutes les questions internationales. Les questions internationales sur lesquelles ils étaient tous, grosso modo, enfin, à part quelques candidats dont on sait qu'ils ne seront pas les finalistes, mais on voit bien qu'il y avait un gentleman agreement, notamment entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui ne se sont pas attaqués sur les questions internationales. Donc ça donnait un côté effectivement un peu plat. Sorte de consensus sur ces questions-là, non saillant. Mathieu?
Oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait un peu penser à la dernière étape du Tour de France. C'est une étape où le classement est fait et finalement, on va pas prendre de gros risques pour pas chuter. Donc, c'est un peu ça à 3 jours du premier tour. Il fallait pas non plus prendre d'énormes risques. C'est pas le moment de changer de C'est pas le stratégie. moment Hein. de changer de stratégie. Les jeux sont faits. Les positions sont connues par les Français. Maintenant, place au vote. Ce débat, du coup, il ne va pas du tout changer le vote, selon vous? Ça ne va pas influencer le choix des électeurs? Si François Fillon, justement, par cette petite intervention, ne va pas encore prendre quelques points. Moi, je l'ai trouvé encore très bon lors de ce débat. Il incarne, voilà, il y a un vrai charisme, un sens de la pédagogie que n'a peut-être pas Alain Juppé, qui énumère ses mesures, et l'entourage d'Alain Juppé a essayé de le pousser à travailler là-dessus, à être plus détendu, plus serein, à surtout ne pas relire ses fiches pendant une semaine. Je crois qu'il n'a pas résisté à la tentation, et hier soir, on a encore retrouvé un Alain Juppé qui était dans l'énumération, alors que François Fillon est dans l'explication, et effectivement, on l'écoute. Du coup, on tend l'oreille. Et un message passe. Donc je pense que peut-être va-t-il encore grappiller quelques points. Après, est-ce que les sondages ne sont pas un peu surévalués le concernant? C'est toute la question. Oui, parce que vous disiez à l'instant, Mathieu, oui, c'est un peu comme le Tour de France, on connaît presque l'ordre d'arrivée, mais en même temps, il y a cette remontée spectaculaire de François Fillon ces derniers jours qu'on a du mal à expliquer et qui peut peut-être jouer les troubles faits dimanche. Qui est encore assez loin quand même du... Vous ne croyez pas à François Fillon au second tour? Je vais prendre des risques puisqu'il faut en prendre. Non, je n'y crois pas. Je vais donner l'ordre. C'est Juppé, Sarko, Fillon. Et je vais me tromper, bien sûr. Je vais être démenti dimanche soir. Oui, non, les sondages ne valent pas grand-chose. On n'a aucun recul. Donc c'est difficile à dire. Effectivement... Fillon conserve sa dynamique, Juppé conserve sa non-dynamique depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de dynamique chez Juppé. Il joue en défense. Donc oui, tout est possible. J'ai quand même du mal à voir Fillon qualifié au deuxième tour. Vous, j'ai l'impression, Christelle, que vous metteriez presque un ticket sur François Fillon, après ce que vous avez dit sur le leadership en cette fin de débat hier soir. Moi, je constate qu'il y a une marge de progression énorme. Je pense qu'on est un peu juste, et je suis d'accord avec Mathieu, pour que le duo des finalistes soit perturbé par la présence de François Fillon. Après, effectivement, on commence à avoir de vraies distances avec les sondages depuis l'élection de Donald Trump. On fait de plus en plus attention. Et le Brexit et Donald Trump. Et le Brexit, évidemment. Cela dit, je pense que les finalistes devraient normalement rester Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Je sais aussi que chez Alain Juppé, l'équipe est un petit peu inquiète de ne pas être en tête au premier tour. Donc, vous voyez, parce qu'ils disent, oui, Ça, c'est vraiment l'enjeu de dimanche soir, arriver en tête au premier tour pour créer cette dynamique. Ce ne sera pas vraiment un enjeu pour Alain Juppé. Pour Nicolas Sarkozy, ça l'est, puisqu'il va bénéficier de beaucoup moins d'apports de voix entre les deux tours et de beaucoup moins de ralliements. Donc il faudrait qu'il marque vraiment une supériorité en étant le premier au premier tour. Alain Juppé, ça l'aiderait évidemment. Enfin voilà, il va pas cracher dessus, mais tout est jouable malgré tout, puisqu'on s'attend quand même à ce que Nathalie Kosciusko-Morizet le rallie, François Fillon aussi, Jean-François Copé aussi, et vraisemblablement Bruno Le Maire. Donc il aura quand même l'abord de tous les autres. Ça veut dire qu'il y aurait un tout sauf Sarkozy éventuellement au second tour de cette primaire? Il y aurait, oui, il y aura un tout sauf Sarkozy. Donc ça peut l'empêcher de gagner? Jean-François Copé, NKM sont clairement dans le tout sauf Sarkozy. Est-ce que ça peut l'empêcher de gagner, ou s'il est en tête au premier tour, il a cette dynamique et il bénéficie du vote des électeurs finalement? Ça peut l'empêcher de gagner. Le tout sauf Sarkozy, c'est aussi une partie déjà du succès d'Alain Juppé. Donc oui, le tout sauf Sarkozy, c'est sa plus grande faiblesse. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre lui et François Fillon présent au second tour. C'est que François Fillon bénéficierait d'une partie des voix des autres concurrents, alors que Nicolas Sarkozy assez peu finalement, et ce qui fait que François Fillon pourrait être en situation de l'emporter face à Alain Juppé s'il réussissait à accéder au second tour. Pour autant, on dit toujours que les électeurs sont libres et qu'ils ne suivent pas forcément. Il n'y a plus vraiment d'ailleurs aujourd'hui de consigne de vote de la part des candidats qui perdent, mais plutôt un
un ralliement personnel. Les électeurs, finalement, sont libres après et vont un peu où ils veulent. Oui, ils sont libres, mais quand ils ont écouté un candidat pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, ils l'écoutent encore le soir du premier tour ou le lendemain. Et donc, c'est une voix qui porte. Et c'est le choix du candidat pèsera dans le choix de l'électeur. Hier, il y avait une enquête Cevipof dans le Monde où Alain Juppé était le seul à devancer Marine Le Pen au premier tour. Ça, c'est un argument qu'on a pu entendre effectivement chez les juppéistes pendant cette campagne. Ça peut avoir un effet dans le vote ? Ça peut avoir un effet. Alors après, chacun a développé le même argument. Nicolas Sarkozy disant oui, mais par un programme plus sévère, on va dire, et plus à droite, je peux aussi absorber une partie de l'électorat de Marine Le Pen. Donc tout le monde a joué de cet argument. Effectivement, les juppéistes disant si Nicolas Sarkozy est le candidat de la droite à l'élection présidentielle, nombre d'électeurs, les électeurs de gauche n'iront pas voter pour lui, et nombre d'électeurs de droite n'iront pas non plus voter pour lui et iront à la pêche. Or, il aura besoin d'une majorité, d'un soutien extrêmement fort de l'électorat pour faire les réformes qu'il entend faire. Tout candidat d'ailleurs et tout futur président aura besoin d'un soutien très fort de l'électorat. Donc, ça va être réellement problématique. Les juppéistes disant même, elle peut arriver. Nicolas Sarkozy est le seul candidat qui peut permettre à Marine Le Pen d'être élue présidente de la République. Donc on voit une espèce de petite dramatisation, parce que je ne crois pas à cette hypothèse-là, mais pour pousser les gens, en effet, à voter pour Alain Juppé. Il y a eu aussi cette déclaration de candidature d'Emmanuel Macron mercredi. Est-ce que là, ça peut influencer le vote ? Ça peut faire perdre Alain Juppé, ou en tout cas lui faire perdre des voix ? Je crois que ça peut jouer à la marge sur Alain Juppé. Effectivement, il y a quelques électeurs de centre-gauche, disons, qui pourraient hésiter entre les deux. Mais les personnalités sont quand même différentes. Ça peut lui faire perdre un point, mais ça ne va pas être décisif. Non. Ce qui sera décisif, c'est la mobilisation. Vous attendez à quelle participation, finalement, dimanche soir ? C'est la grande inconnue de cette élection. Les candidats, les sondeurs, personne. Et justement, c'est la grande inconnue de cette élection. L'équipe d'Alain Juppé disant, on constate que chacun des candidats ne baisse pas dans les sondages, mais perd des électeurs. Par exemple, le tassement d'Alain Juppé dans les sondages, il a été analysé par son équipe, en tous les cas, en disant, en fait, les électeurs de gauche sont moins mobilisés qu'ils ne l'étaient il y a 15 jours. Parce qu'Alain Juppé étant donné gagnant, certains se disent, on ne va pas aller se compromettre dans cette élection qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est pour les électeurs de gauche qui iraient vers Alain Juppé. Et donc, l'équipe d'Alain Juppé analyse son tassement en disant, mais les électeurs de gauche étant moins mobilisés, on est un petit peu plus bas dans les sondages. Donc en fait, on voit bien que ce corps électoral extrêmement mouvant peut créer des surprises, et c'est le périmètre de cet électorat qui va déterminer l'élection. Grande surprise, et donc réponse dimanche soir, émission spéciale à suivre, bien sûr, sur LCP à partir de 21h30. Merci Christelle Bertrand d'avoir été avec nous. Aussi Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est maire de Bordeaux, candidat à la primaire à droite. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Monsieur Apathy, merci d'avoir raccourci ma grasse matinée. Je suis très heureux d'être avec vous. Fatigué ? C'est une émission longue. Oui, bien sûr. Une émission longue. Alors, une émission technique qui a beaucoup porté sur le fond quand on élit un président de la République. C'est normal qu'on parle du fond. Pour vous dire les choses franchement, beaucoup de téléspectateurs ont trouvé ça un peu ennuyeux. Vous avez vécu comment, vous, ce débat ? C'est difficile de juger quand on est soi-même acteur. Ça nous a permis d'exprimer un certain nombre de propositions sur des sujets divers, mais c'est vrai que la construction même de l'émission est frustrante, puisqu'on vous pose une question, on pose une question à l'un des participants, et puis on passe à autre chose. Moi, par exemple, j'étais très frustré, je n'ai pas pu dire un mot de ce qui est un de mes thèmes de campagne les plus importants, à savoir la transformation numérique du monde qui est devant nous. Un exemple parmi d'autres. Enfin bon, c'était la règle du jeu, et je conçois que faire parler 7 personnes pendant 2h30, c'est très compliqué. Ces primaires ne sont pas dans votre tradition politique. Vous jugez que c'est une bonne chose, ça ? Oui, je pense que de toute façon, on est en train de démontrer que c'est une bonne chose, parce que ça a permis aux Françaises et aux Français de s'intéresser au débat. Ça nous a, nous, amené, nous, candidats, à préciser nos propositions. Et puis, les indications que nous avons aujourd'hui montrent qu'il y aura
pas mal de votants dimanche prochain. C'est quoi les indications dont vous disposez? Vous savez, on va cliquer sur le site primaire2016.org pour connaître son bureau de vote. Alors, je ne sais pas si les chiffres ont été publiés, mais on n'est pas très loin de 3 millions aujourd'hui. Ah oui. Ah, donc on peut d'ores et déjà... Enfin, 3 millions de personnes se sont renseignées. Qui se sont renseignées, ça ne veut pas dire forcément qu'elles vont aller voter. Ça peut vouloir dire aussi qu'une personne qui se renseigne entraîne avec elle plusieurs personnes. Il y a aussi un signe important, ce sont les Français de l'étranger. Vous savez, lors de la primaire socialiste, il y a eu 7000 Français de l'étranger qui ont voté. Nous avons, nous, 60 000, pas tout à fait, à peu près 60 000 inscrits qui ont déjà payé. Donc vous voyez que c'est signe d'un intérêt et d'une mobilisation. Et je ne peux évidemment, sur votre antenne, qu'appeler le maximum d'électrices et d'électeurs de la droite et du centre à aller voter. De la droite, du centre et de la gauche? Non, je n'ai pas appelé les gens de gauche pour la bonne raison qu'il faut souscrire aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Et vous savez, il y a des gens qui ont voté à gauche et qui ne sont pas de gauche. En 2012, si tous nos électeurs étaient restés avec nous, nous aurions gagné. Nous en avons perdu, que nous avons déçus. Et à ces déçus-là, je dis, revenez vers nous. On va parler de certains de vos électeurs parce qu'on en a trouvé un ou deux justement qui ont pu voter pour la gauche. Oui, vous avez raison. Mais on va introduire un peu de suspense sur cette question. Vous ne redoutez pas de fraude? L'organisation vous paraît satisfaisante? Je pense que l'organisation est bien faite. Vous savez, vous parliez des gens de gauche, des gens de droite, etc. Je prends l'exemple de Bordeaux qui me tient à cœur. En 2012, François Hollande a fait 57% des voix. Et en 2014, j'ai fait 62% des voix. C'est donc j'ai bien récupéré des électeurs qui avaient voté pour Hollande. Et je leur ai pas dit d'aller se faire voir. Je leur ai dit, vous êtes les bienvenus. Gilles Bonchan. Alain Juppé, en tout cas, votre position dans ces débats en a irrité certains, y compris parmi vous. Je vous propose d'écouter Nadine Morano, qui vous accuse un peu d'être le chouchou des médias. On l'écoute. C'était chez nous. Il est en ce moment le chouchou des médias, le chouchou des instituts de sondage. On est dans une espèce de grande manipulation médiatique. Vous êtes d'une manière globale et de manière médiatique à vouloir choisir votre candidat comme ça a été le cas aux États-Unis. C'est la réalité. J'aime bien Nadine Morano. Voilà, c'est une femme politique très spontanée. On a voulu passer cet extrait parce que est-ce que ça n'est pas potentiellement une faiblesse en ces temps où la contestation des élites, d'être fort. Mais oui, non, le vent de contestation contre les médias. Est-ce que vous ne risquez pas d'en faire les frais? Moi, je n'ai pas commenté les sondages à aucun moment durant cette campagne et je ne vais pas me mettre à les commenter aujourd'hui. Ce qui est assez paradoxal, c'est que au moment même où on pointe les sondeurs américains, parce qu'ils se sont trompés, encore qu'on peut en discuter, dans le détail, tout d'un coup, on prête une attention formidable aux sondages français. Donc, voyez, moi, je poursuis ma campagne. Ce soir, je serai à Lille, vous voyez, je n'arrête pas et j'expose mon projet. Je l'ai fait au Zénith lundi dernier. Je crois que ça a porté. Vous n'êtes pas le Clinton français, parce que derrière cette critique, il y a le chouchou du système, Hillary Clinton, elle a perdu. Est-ce que vous serez le Hillary Clinton français? Je n'ai pas de réponse. D'abord, je ne suis pas Hillary Clinton. Ça nous avait pas la peine de développer longuement ce point. La France n'est pas l'Amérique. Et donc, attendons dimanche soir maintenant. On voit bien les positions. Ma position, elle est claire. Je suis un homme de droite, mais un homme de droite ouvert au plus large rassemblement, parce que les réformes que nous allons avoir à faire vont être difficiles. Il faudra du courage et de la persévérance. Et que si on ne rassemble pas, on n'y arrivera pas. Et pour moi, rassembler, ce n'est pas la course à l'échalote avec le Front National. Justement, vous dites que vous ne commentez pas les sondages, mais vous dites quand même couramment, notamment en meeting, que vous êtes le meilleur pour battre Marine Le Pen. Vous connaissez un candidat qui ne dit pas qu'il est le meilleur, non, mais pour battre Marine Le Pen. Donc c'est bien à partir des sondages là-dessus, peut-être que vous raisonnez, si je ne m'abuse. Ou de l'analyse politique, bien sûr. Vous avez pu exposer votre programme. Nicolas Sarkozy dit que vous êtes porteur d'une alternance molle. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Calmement, parce que je crois que c'est une contre-vérité. Ce que je propose, par exemple, pour restaurer l'État fort n'est pas mou. Nous avons fait des erreurs avant 2012. Nous avons, par exemple, supprimé la double peine. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a supprimée. Je propose de la rétablir parce que quand un étranger est condamné pour crime en France, il faut pouvoir ensuite l'expulser pour qu'il rentre chez lui. C'est ça la double peine. Le mou, c'est nous avons supprimé 10 000 postes dans la police et la gendarmerie. Ça a été une erreur aussi. Moi, je propose d'en redéployer 10 000, c'est pas mou, et puis je pourrais allonger la liste. Nous avons décidé, par exemple, c'était une loi Dati de 2009, que toutes les personnes condamnées, tous les coupables, condamnés à moins de 2 ans de prison, n'allaient pas en prison. Moi, je propose de rabaisser ce plafond à 1 an. Vous voyez, c'est pas mou, ça aussi. Donc le mou, c'est Nicolas Sarkozy, non, c'est pas pas vous. vous. Dit ça, vous me demandez si c'était moi, et je vous dis que c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Simplement, jugeons de ce qui a été fait aussi. Il faut de temps en temps reconnaître ses erreurs. Moi, je ne critique pas 2007-2012, j'assume.
J'ai été ministre pendant... Oui, mais je m'autocritique, si vous voulez. Ou j'assume totalement, j'ai été ministre pendant 2 ans. Voilà. Mais reconnaissons nos erreurs, reconnaissons que nous avons fait des déçus. S'il n'y avait pas eu de déçus, on aurait gagné les élections, d'ailleurs. Et donc, il faut en tenir compte aujourd'hui. De votre point de vue, Alain Juppé, le déroulement de ces primaires permettra le désistement des uns vers les autres, en fonction des résultats, dans des bonnes conditions. Il n'y a pas eu de fractures ou de choses irrémédiables qui ont été dites? Non, on attendait beaucoup un pugilat, notamment au cours de ces débats. Il n'y a pas eu de pugilat, il y a eu quelques petites pointe acérée, mais enfin c'est la logique. Et pour ma part, je suis tout à fait décidé. Si je ne suis pas au deuxième tour, je soutiendrai celui qui gagnera le... Et si j'y suis, je soutiendrai celui qui le gagnera. Et on se retrouve dans 90 secondes. Peut-être moi-même. Dans 90 secondes sur France Info. Voici David Doba. France Info, c'est avec Alain Juppé ce matin, Gilles Bornstein pour la question. L'un des moments que tout le monde a retenu hier, c'est la question sur Ziad Takedine, posée par David Pujadas. On l'écoute et vous nous donnerez votre sentiment après. Nicolas Sarkozy. La question était-elle légitime et qu'avez-vous pensé de la réponse de Nicolas Sarkozy? Les journalistes sont libres de poser les questions qu'ils veulent poser. Cela dit, c'est vrai qu'il est un peu scandaleux de voir ressurgir régulièrement ces accusations. Et chaque fois que je lis un article sur le sujet, quelle est la conclusion? Pas de preuve. Voilà. Donc je pense qu'en permanence agiter ceci sans preuve est quand même assez contestable. Est-ce que c'est vous qu'on entend dire c'est pas vrai? À un moment, pendant la question de David Pujadas, c'est pas vrai. Un candidat dit pendant la question. À l'écoute de la question. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir dit. Vous n'avez pas réagi quand David Pujadas a posé la question? Je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Vous savez, dans 2h30 de débat, on peut... D'accord, on l'entend peut-être, je ne sais pas, d'accord. Bah, vous vérifierez, parce que maintenant on vérifie. Mais non, on ne sait pas, justement. C'était une question. J'ai à ce sujet une question qui fait appel à votre position au gouvernement. En 2012, vous étiez ministre des Affaires étrangères quand un monsieur qui s'appelle Béchir Saleh, l'un des proches du colonel Kadhafi, qui était à Paris entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il avait quitté la Libye, il se passait évidemment une situation assez particulière en Libye. Il est exfiltré de Paris le 3 mai 2012 par un proche de Nicolas Sarkozy, Bernard Squarcini. Quand vous étiez donc ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode, puisqu'aujourd'hui Béchir Saleh est en Afrique du Sud et il refuse de répondre aux questions de la justice française? J'ai reçu M. Saleh à la demande du président de la République, parce qu'il était porteur d'un message, ou d'un soi-disant message de M. Kadhafi qui voulait sortir de l'affrontement dans lequel nous étions. J'ai fixé les conditions qui étaient celles de la France et je n'ai jamais plus entendu parler de M. Saleh. Pour le reste, je n'ai pas... Son exfiltration, vous n'étiez pas au courant à l'époque? Je n'ai pas été impliqué, si je puis dire, dans le processus d'infiltration. Mais cette exfiltration-là, on sait qu'elle a existé et personne n'a expliqué pourquoi elle avait existé. Je ne suis pas en mesure de vous donner des explications sur ce point. Il faut demander aux auteurs, aux acteurs. Mais on peut comprendre le trouble que continue à susciter cette histoire, ne serait-ce que pour ça, par exemple. Jusqu'à présent, tout ceci se fonde sur des allégations et tant que des preuves ne sont pas réellement apportées, je fais confiance à la présomption d'innocence. François Fillon semble terminer cette campagne des primaires en trombe. On dit même qu'il pourrait être qualifié pour le second tour. Il pourrait donc, si vous l'êtes vous aussi, être votre concurrent dans ce second tour. Ça fera un bon débat. Ou alors le concurrent de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais Jean-François Copé, qui est lui aussi partie prenante de cette primaire, juge que